Chunk One. Je pensais peut-être que j'étais dans une scène que j'avais oubliée. Je cherchais la caméra et il s'excitait, et il a commencé à me tirer dessus. Pendant des années, Ric Flair a porté une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée. La trahison d'un homme brûlait trop profondément pour être oubliée. Cet homme était Eric Bischoff. Leur querelle a commencé à la WCW, où le pouvoir, l'ego et la fierté se sont violemment affrontés en coulisses. Des années plus tard, lorsqu'ils ont fini par travailler sous le même toit à la WWE, ce ressentiment enfoui a finalement éclaté. Ce qui a suivi n'était pas un scénario ou un acte. C'était une véritable confrontation en coulisses entre deux hommes qui régnaient autrefois sur le catch. Aujourd'hui, nous découvrons le combat brutal et non scénarisé en coulisses de Ric Flair avec Eric Bischoff que la WCW et la WWE ont essayé de cacher pendant des décennies. Lorsque les problèmes ont commencé, les graines de la haine entre Ric Flair et Eric Bischoff ont été semées bien avant la WWE. En avril 1998, la World Championship Wrestling était engagée dans une guerre brutale avec la WWE pour les cotes d'écoute de la télévision. Eric Bischoff détenait un pouvoir énorme en tant que vice-président principal de la WCW, dirigeant essentiellement toute l'entreprise sous la bannière de Ted Turner. Il prenait des décisions qui affectaient les carrières, les chèques de paie et les héritages. Flair était toujours un nom important dans l'entreprise, malgré la fin de ses 40 ans et le fait de voir de jeunes stars lui voler la vedette. Le 9 avril 1998, Flair a manqué un épisode en direct de WCW Thunder à Tallahassee, en Floride. La raison était profondément personnelle. Son fils, Reid Flair, participait à la finale d'un championnat de lutte amateur et le fier père avait demandé un congé pour y assister. Flair pensait avoir reçu l'approbation de la direction de la WCW pour manquer l'émission. Il avait donné un préavis et s'attendait à de la compréhension pour une affaire familiale que tout parent considérerait comme importante. Mais Bischoff voyait les choses différemment. Il considérait l'absence de Flair comme un défi direct à son autorité. D'autres lutteurs avaient déjà manqué des enregistrements de Thunder, car ils étaient considérés comme l'émission secondaire par rapport à Monday Nitro. Cependant, Bischoff a décidé de faire un exemple de quelqu'un qui était une pierre angulaire de l'entreprise depuis des années. Il a immédiatement suspendu Flair et a commencé à monter un dossier qui transformerait un événement familial en une crise de carrière. La suspension aurait pu être compréhensible si elle avait été gérée professionnellement. Au lieu de cela, Bischoff a rendu sa colère publique à l'intérieur du vestiaire. Selon de multiples sources présentes, Bischoff a annoncé à toute l'équipe qu'il prévoyait de poursuivre Flair en justice. Plus choquantes encore étaient les paroles qu'il aurait utilisées. Des témoins ont rapporté que Bischoff avait menacé de ruiner financièrement Flair et de détruire sa famille. Chunk 2. Il voulait que tout le monde à la WCW comprenne ce qui se passait quand quelqu'un défiait ses ordres. Flair a été stupéfait par l'escalade. Manquer une émission pour voir son fils concourir était devenu une déclaration de guerre. Il se retrouvait face à une poursuite de son propre employeur, une entreprise où il avait été un champion et une attraction principale pendant des années. La bataille juridique allait durer des mois, empêchant Flair de passer à la télévision et créant un fossé qui ne se refermerait jamais complètement. Flair a envisagé de quitter complètement la WCW et de rejoindre potentiellement la WWE, mais son avocat lui a déconseillé toute action qui pourrait compliquer la poursuite. Il était pris au piège, incapable de travailler pendant que sa réputation était touchée par les commentaires publics de Bischoff. La haine entre ces deux hommes avait officiellement commencé, et elle n'allait que s'aggraver. Pouvoir et humiliation. L'ascension d'Eric Bischoff au pouvoir à la WCW avait été remarquable. Il a transformé l'entreprise d'une promotion régionale en une menace légitime pour la domination de la WWE.
Ces décisions audacieuses comprenaient la signature d'Hulk Hogan, la création de la faction du New World Order et le lancement de Monday Nitro en tête-à-tête contre Monday Night Raw de la WWE. Pendant près de 2 ans, la WCW a remporté la guerre des cotes d'écoute chaque semaine. Bischoff est devenu connu comme l'homme qui a presque détruit l'empire de Vince McMahon. Mais le succès a entraîné l'arrogance. Bischoff a commencé à utiliser son pouvoir d'une manière qui a créé des ennemis en coulisses. Il a favorisé certains lutteurs tout en enterrant d'autres, indépendamment de leur talent ou de leur histoire avec l'entreprise. Ric Flair s'est retrouvé du mauvais côté des priorités de Bischoff. Bien qu'il soit une légende vivante qui avait porté la bannière de la NWA et de la WCW pendant plus d'une décennie, le Nature Boy a vu sa valeur systématiquement minimisée au profit de nouveaux acteurs. Flair a été réservé pour perdre des matchs contre des lutteurs qu'il considérait comme inférieurs à son statut. Il n'avait aucun problème à mettre en avant des stars légitimes comme Sting, Bret Hart ou Bill Goldberg. Ces pertes avaient du sens dans le contexte de la construction de nouvelles stars et de la narration d'histoires captivantes. Mais Bischoff l'a réservé pour perdre contre des artistes comme Conan, d'une manière qui n'avait aucun sens narratif. Ces défaites semblaient conçues pour humilier plutôt que pour divertir. L'insulte financière a ajouté une autre couche d'amertume. Selon Flair, la WCW lui versait environ 1/3 de ce que recevaient les autres grandes stars. Il était traité comme un artiste de milieu de carte malgré la valeur de son nom et ses décennies de service à l'entreprise. Chaque fois qu'il voyait son chèque de paie comparé à celui de lutteur ayant moins d'expérience et de pouvoir d'attraction, le ressentiment grandissait. L'argent représente le respect dans le monde du catch professionnel, et Flair se sentait profondément méprisé. Les moments les plus douloureux sont survenus lorsque Bischoff a placé Flair dans des scénarios qui le faisaient paraître stupide. Chunk 3. Le Nature Boy s'était forgé une image de sophistication et d'excellence en matière de championnat. Maintenant, il se retrouvait dans des segments comiques et des angles humiliants qui contredisaient tout ce que son personnage représentait. Voir de jeunes lutteurs sous les projecteurs alors que sa propre étoile s'éteignait créait une rage que Flair gardait enfermée. Ce qui a rendu tout encore pire, c'est de savoir que Bischoff semblait apprécier la dynamique du pouvoir. Le dirigeant qui avait autrefois été annonceur de ring contrôlait maintenant le destin des légendes de la lutte. Il prenait des décisions qui affectaient les carrières et les familles, souvent sans consulter les lutteurs eux-mêmes. Flair a regardé des amis et des collègues artistes souffrir sous le régime de Bischoff, incapables de s'exprimer sans risquer leur propre position. La culture de la peur et du favoritisme a fait de la WCW un environnement toxique pour quiconque se souvenait de la façon dont les choses se passaient avant que Bischoff ne prenne le contrôle. La poursuite en exil. Après que Bischoff ait suspendu Flair pour avoir manqué l'enregistrement de Thunder, la situation a rapidement dégénéré en territoire juridique. La WCW a intenté une action en justice contre son propre artiste contractuel, alléguant une rupture de contrat et réclamant des dommages et intérêts. Cette décision était sans précédent dans le monde de la lutte moderne, où les litiges étaient généralement réglés en interne ou par le biais de règlements discrets. Bischoff voulait que ce combat soit public, bruyant, et serve d'avertissement à quiconque pourrait défier son autorité. Flair a contre-attaqué la WCW, arguant qu'il avait correctement demandé et reçu l'approbation du congé. Son équipe juridique a recueilli des preuves montrant la disparité de traitement de la WCW envers différents lutteurs. De nombreux artistes avaient manqué des émissions sans faire l'objet de poursuites ou même de sanctions importantes. L'application sélective a révélé que c'était personnel plutôt que professionnel. Bischoff avait choisi de faire un exemple de Flair spécifiquement à cause de qui il était et de ce qu'il représentait. La bataille juridique a empêché Flair de passer à la télévision de la WCW pendant 5 mois.
Pendant cette période, les spéculations allaient de bon train sur son avenir. Allait-il retourner à la WCW une fois la poursuite réglée? Allait-il sauter à la WWE et retrouver Vince McMahon? Sa carrière pourrait-elle survivre à cette absence prolongée, à un âge où chaque mois loin de la télévision nuit à sa commercialisation? Les fans de catch ont débattu de ces questions pendant que Flair était assis à la maison à regarder l'entreprise continuer sans lui. Pendant ces mois d'absence du ring, l'avocat de Flair lui a présenté une perspective intéressante sur l'affaire. Les commentaires publics que Bischoff avait faits sur le fait de le ruiner et de détruire sa famille auraient pu servir de base à des poursuites supplémentaires. Ces déclarations faites devant des témoins représentaient une diffamation potentielle et créaient un environnement de travail hostile. L'avocat a suggéré que Flair pourrait réclamer d'importants dommages financiers au-delà du litige contractuel initial, mais Flair a fait un calcul difficile concernant son avenir. Poursuivre une action en justice agressive contre la WCW aurait pu lui mettre de l'argent dans les poches, mais cela aurait mis fin à sa carrière de lutteur. Aucune autre grande promotion n'embaucherait quelqu'un qui poursuit activement son ancien employeur, en particulier sur des questions qui pourraient créer des précédents affectant l'ensemble de l'industrie. Chunk 4. Flair voulait lutter plus qu'il ne voulait se venger par le biais du système juridique. Il devait trouver un moyen de revenir sur le ring, même si cela signifiait travailler pour l'homme qui avait essayé de le détruire. Le règlement a finalement été conclu par le biais de négociations discrètes. Flair a accepté de retourner à la WCW et l'entreprise a accepté d'abandonner sa poursuite. Les conditions financières sont restées confidentielles, mais l'animosité personnelle était désormais établie de façon permanente. Lorsque Flair a franchi les portes de la WCW en septembre 1988, tout le monde savait qu'il s'agissait d'une trêve difficile plutôt que d'une paix véritable. La haine entre Flair et Eric Bischoff n'avait fait que s'intensifier pendant les mois de guerre juridique, la vengeance à la télévision. Lorsque Ric Flair est revenu à la WCW en septembre 1998, l'entreprise a décidé de transformer le drame de la vie réelle en contenu télévisuel. Les promoteurs de lutte ont toujours aimé travailler sur des shoots, en prenant la chaleur authentique entre les artistes et en l'emballant comme divertissement. La querelle Flair contre Bischoff a donné à la WCW un scénario dégoulinant d'émotions authentiques qu'aucun scénario ne pouvait fabriquer. Les fans ont senti quelque chose de réel lorsque ces deux hommes sont apparus à l'écran ensemble. La querelle télévisuelle s'est déroulée sur plusieurs mois, avec Bischoff comme figure d'autorité corrompue et Flair comme légende se battant contre l'injustice. Ils ont eu des matchs, des confrontations et des segments conçus pour permettre à Flair d'obtenir une certaine mesure de vengeance pour ce qui s'était passé en coulisses. À Starrcade, en décembre 1998, Bischoff a en fait battu Flair dans un match avec l'aide de Kurt Hennig. La défaite a été amère, mais Flair savait que la vraie récompense était à venir. La nuit après Starrcade sur Monday Nitro à Baltimore, la WCW a présenté un match où Flair pouvait gagner la présidence de l'entreprise. La stipulation signifiait que celui qui gagnerait contrôlerait la WCW à la télévision, retirant le pouvoir à Bischoff et à la faction du New World Order qui avait dominé la programmation pendant plus de 2 ans. Les enjeux semblaient réels parce que, à bien des égards, il l'était. Flair voulait humilier Bischoff de la même manière qu'il avait été humilié. Le match s'est déroulé avec le drame typique de la lutte. Les membres de la NWO ont essayé d'aider Bischoff à gagner, mais Flair a surmonté l'interférence. Randy Savage, qui avait été associé à la faction Wolfpack de la NWO, a choqué tout le monde en aidant Flair au lieu de Bischoff. Lorsque l'arbitre a compté 3, Flair avait remporté le match et la présidence de la WCW dans le scénario. La célébration a été cathartique pour tous ceux qui avaient regardé le règne de pouvoir de Bischoff.
En tant que nouveau président à l'écran, Flair a commencé à prendre des décisions qui ont renversé certaines des politiques de Bischoff. Il a réformé l'écurie des 4 cavaliers avec Steve Massikel, Dean Malenko et Chris Benoit. Il a accordé des opportunités de championnat à des lutteurs qui avaient été enterrés sous le régime de Bischoff. Le scénario a donné à Flair l'autorité sur l'homme qui avait essayé de ruiner sa carrière, du moins dans le monde fictif de la télévision de lutte. Mais toutes les personnes impliquées savaient que ce n'était que de la simulation. En dehors des scénarios télévisés, Eric Bischoff détenait toujours un réel pouvoir à la WCW. Chunk 5, il était toujours un cadre supérieur, prenant des décisions qui affectaient les chèques de paie et les réservations. L'humiliation à l'écran a peut-être satisfait les fans, mais elle n'a rien fait pour guérir la haine véritable entre ces deux hommes. Flair jouait un président à la télévision tandis que Bischoff restait un cadre dans le monde réel. Le score a peut-être été réglé pour les caméras, mais en coulisses, l'animosité a continué de brûler. La réunion de la WWE. En 2001, les Monday Night Wars avaient pris fin avec la victoire complète de la WWE. La WCW s'est effondrée sous le poids de la baisse des cotes d'écoute, des désastres créatifs et des pertes financières. Vince McMahon a acheté les actifs de l'entreprise, y compris sa vidéothèque et ses contrats, pour une fraction de ce qu'elle valait autrefois. Les lutteurs et les dirigeants qui avaient essayé d'évincer la WWE se sont retrouvés à chercher du travail dans une industrie dominée par leur ancien ennemi. Ric Flair est revenu à la WWE en novembre 2001, après la fermeture de la WCW. Le fils prodigue est rentré à la maison, dans l'entreprise où il avait connu le succès une décennie plus tôt. Les fans de la WWE l'ont accueilli à nouveau avec enthousiasme, et il s'est rapidement rétabli en tant qu'artiste de valeur. Bien qu'il ait atteint le début de la cinquantaine, Flair a trouvé à la WWE une stabilité et un respect qui lui avaient échappé pendant ses dernières années à la WCW. En juillet 2002, la WWE a fait une annonce choquante. Eric Bischoff, l'homme qui avait presque détruit l'entreprise de Vince McMahon, rejoignait la WWE en tant que directeur général à l'écran de Monday Night Raw. L'embauche a stupéfié le monde de la lutte et a créé une tension immédiate en coulisses. De nombreux lutteurs de la WWE, qui avaient perdu des amis et des opportunités pendant les Monday Night Wars, nourrissaient un profond ressentiment envers Bischoff. Son arrivée a été perçue comme une trahison envers ceux qui s'étaient battus pour maintenir la WWE en vie. Stevie Richards a été témoin de la réaction de Flair lors de la première soirée de Bischoff à un enregistrement de Raw. Selon Richards, Flair était rouge de colère, criant et hurlant après Bischoff, voulant se battre avec lui sur place. Bischoff serait resté calme pendant la confrontation, mais la tension était évidente pour tout le monde en coulisses. La direction de la WWE s'est efforcée de les maintenir séparés et professionnels, sachant que toute altercation physique pourrait créer des cauchemars juridiques et de relations publiques. Étonnamment, les choses ont semblé se calmer après ces moments initiaux de tension. Flair et Bischoff se sont retrouvés à travailler ensemble professionnellement, apparaissant dans des segments et des scénarios qui nécessitaient une coopération. Ils ont même commencé à socialiser en dehors du travail, sortant prendre un verre avec d'autres lutteurs après les spectacles. La haine qui avait brûlé si fort à la WCW semblait s'être calmée. Ils semblaient prêts à laisser le passé derrière eux et à fonctionner comme des collègues professionnels dans leur nouveau lieu de travail. Ce que personne ne réalisait, c'est que la colère de Flair n'avait jamais vraiment disparu. La semaine précédant tout début 2003, Ric Flair, Eric Bischoff et Arn Anderson se sont retrouvés au même enregistrement de Monday Night Raw. Anderson, qui était l'ami de Flair et son coéquipier dans l'écurie Four Horsemen pendant des décennies, travaillait maintenant comme agent en coulisses pour la WWE. Chunk 6. Les trois hommes représentaient différentes époques et différents aspects de l'histoire de la lutte. Mais ce soir-là,
ils ont décidé de prendre un verre ensemble après la fin du spectacle. Bischoff s'est rappelé plus tard que Flair avait lancé l'invitation, suggérant qu'ils aillent au bar de l'hôtel et qu'ils se remettent à niveau comme au bon vieux temps. Le geste semblait amical, presque nostalgique. Anderson a accepté de les rejoindre et les trois vétérans ont trouvé un endroit tranquille où ils pouvaient parler de leur métier et se remémorer les jours fous de la WCW. Pendant quelques heures, les vieilles animosités ont semblé avoir complètement disparu. Ils ont parlé de matchs, de moments fous sur la route et d'histoires de l'époque où la WCW régnait sur le monde de la lutte. Bischoff et Flair ont ri en se rappelant les Monday Night Wars lorsque leurs deux entreprises se battaient pour la suprématie chaque semaine. Anderson a ajouté son point de vue en tant que personne qui avait vu l'entreprise sous de multiples angles. La conversation s'est déroulée facilement, lubrifiée par l'alcool et l'expérience partagée d'avoir survécu à la période la plus folle de l'industrie de la lutte. Bischoff est parti ce soir-là en pensant que Flair et lui avaient finalement enterré la hache de guerre. Des années s'étaient écoulées depuis la poursuite et la suspension de la WCW. Ils étaient plus âgés maintenant, travaillaient pour une entreprise différente, et le passé semblait être de l'histoire ancienne. Peut-être que la querelle télévisée et la résolution à l'écran avaient permis à Flair de surmonter sa colère. Peut-être que le temps guérit vraiment toutes les blessures, du moins assez pour permettre une coopération professionnelle. Le point de vue de Flair pendant cette soirée au bar reste incertain. Essayait-il réellement de reconstruire la relation? Ou était-il simplement professionnel? A-t-il apprécié la conversation ou se contentait-il de faire preuve de camaraderie sur son lieu de travail? Quelles que soient les émotions qu'il ait ressenties ce soir-là, elles allaient changer radicalement. Quelque chose s'est produit la semaine suivante qui a ravivé chaque once de haine qu'il portait depuis 1998. Personne qui a été témoin de cette soirée amicale au bar de l'hôtel n'aurait pu prédire ce qui allait se passer 7 jours plus tard. Le calme avant la tempête est toujours le moment le plus trompeur. Flair et Bischoff se sont serrés la main, se sont dit bonne nuit et sont partis chacun de leur côté, tous deux croyant avoir franchi une étape importante. Une semaine plus tard, cette illusion serait brisée de la manière la plus brutale et la moins scénarisée possible. La confrontation brutale, non scénarisée. La semaine suivante, Eric Bischoff est arrivé tôt sur le lieu de Monday Night Raw, comme il le faisait habituellement. Il utilisait ce que la WWE appelait le bureau de la télévision comme dressing personnel. Ce bureau d'accessoires existait lorsque les scénarios nécessitaient un espace de travail de direction. Mais comme personne d'autre ne l'utilisait régulièrement, Bischoff a revendiqué l'espace. Chunk 7. Il y avait un canapé confortable, une chaise et une intimité qui étaient rares dans l'environnement chaotique en coulisses d'un spectacle en direct de la WWE. Bischoff s'est installé dans le canapé profond et a passé un appel téléphonique à sa femme. Ils étaient en pleine discussion avec un avocat immobilier au sujet d'une transaction immobilière impliquant un projet de fille partie sauvage. La conversation était une affaire courante, le genre de multitâche qui se produit lorsque votre vie personnelle et professionnelle se chevauchent. Bischoff avait le téléphone collé à son oreille, passant en revue les détails et les chiffres, complètement concentré sur l'appel. Ric Flair avait apparemment demandé à Aaron Anderson de surveiller la porte du bureau de la télévision. Anderson a déclaré plus tard qu'il ne réalisait pas que Flair planifiait quelque chose de violent. Il pensait peut-être que son vieil ami voulait simplement avoir une conversation privée avec Bischoff au sujet de quelque chose. Lorsque Flair est entré dans le bureau, Anderson est resté à l'extérieur, rendant ce qu'il croyait être une simple faveur. Il n'avait aucune idée qu'il allait devenir un complice involontaire d'un combat en coulisses. Flair est entré dans le bureau de la télévision pendant que Bischoff était toujours au téléphone. Selon le récit détaillé de Bischoff, Flair a commencé à crier immédiatement. Il insultait Bischoff
et exigeait qu'il se lève de sa chaise. Bischoff a levé les yeux, confus, tenant toujours le téléphone à son oreille, pendant que sa femme et son avocat écoutaient à l'autre bout du fil. Il n'avait aucune idée de ce qui avait déclenché cette soudaine rage. Puis, Flair a commencé à donner des coups de poing. Il a frappé Bischoff 3 fois pendant que l'ancien dirigeant de la WCW restait assis sur le canapé, le téléphone toujours à la main. Le garçon de la nature criait, son visage rouge de colère, donnant des coups de poing à une cible qui ne s'était même pas encore levée. Bischoff a décrit plus tard les coups comme des coups de poing de travail, les coups de poing théâtraux que les lutteurs utilisaient pour créer l'illusion de la violence sans causer de dommages réels. Flair avait donné de faux coups de poing pendant tant d'années que peut-être il ne savait plus comment donner de vrais coups de poing. Bischoff a affirmé qu'il ne s'était jamais senti menacé par l'attaque. Les coups ont porté, mais ils n'ont pas fait mal. Pendant un instant, il s'est vraiment demandé s'il s'agissait d'une sorte de travail, d'une scène scénarisée dont personne ne lui avait parlé. Y avait-il une caméra cachée quelque part? S'agissait-il d'un nouveau scénario qu'ils essayaient à l'improviste? La confusion n'a duré que quelques secondes avant qu'il ne réalise que Flair essayait légitimement de se battre avec lui, même si l'exécution semblait plus théâtrale que dangereuse. Le moment le plus choquant est survenu lorsque Flair s'est mordu la lèvre pendant l'agression. Dans sa rage, il a serré si fort qu'il a commencé à saigner du menton. Bischoff était toujours assis sur le canapé, tenant toujours son téléphone, regardant une légende de la lutte saigner de sa propre bouche tout en donnant des coups de poing inefficaces. La scène était surréaliste. Chunk 8. Bischoff a finalement posé le téléphone et a dit calmement qu'il n'y avait aucune chance qu'il riposte. Il a refusé de s'engager, ce qui a semblé frustrer Flair encore plus. Le sergent Slaughter, qui travaillait comme agent en coulisses, est entré en premier dans le bureau de la télévision et a séparé les deux hommes. Au moment où Slaughter est arrivé, la confrontation physique était déjà terminée. Flair avait fait valoir son point de vue, quel qu'il soit. Bischoff s'est levé du canapé, a redressé ses vêtements et a essayé de comprendre ce qui venait de se passer. 7 jours plus tôt, ces deux hommes avaient bu ensemble comme de vieux amis. Maintenant, ils étaient impliqués dans un combat brutal et non scénarisé en coulisses qui nécessiterait un contrôle des dommages immédiats, les suites et les conséquences. La zone des coulisses a éclaté de rumeurs immédiatement après la confrontation. Les histoires se sont répandues dans le vestiaire en quelques minutes, chaque version devenant plus dramatique à chaque récit. Certains lutteurs ont affirmé que Flair avait battu Bischoff jusqu'au sang. D'autres ont insisté sur le fait qu'il s'agissait à peine d'une bagarre. Quelques-uns ont suggéré qu'Arn Anderson avait essayé de retenir les gens, transformant la situation en une bagarre impliquant plusieurs personnes. La vérité était bien moins cinématographique que les histoires, mais dans le monde de la lutte, la perception compte souvent plus que la réalité. Eric Bischoff s'est rendu directement au bureau de Vince McMahon pour rapporter ce qui s'était passé. Il savait que dans la culture d'entreprise de la WWE, il était crucial de transmettre d'abord la version exacte des événements au patron. Si McMahon entendait des récits de seconde main avant d'entendre les personnes impliquées, les choses pourraient dégénérer. Bischoff a expliqué que Flair l'avait confronté, lui avait donné des coups de poing et avait créé une situation qui violait les politiques de la WWE en matière de lieu de travail. McMahon était, selon les dires, furieux. Il avait transformé la WWE en une société cotée en bourse, ayant des responsabilités envers les actionnaires et des normes d'entreprise. Le fait que 2 de ses talents à l'écran se soient engagés dans un combat en coulisses a créé des responsabilités juridiques potentielles et a nui à l'environnement professionnel qu'il exigeait. McMahon a clairement indiqué que le maintien d'un lieu de travail sûr par la WWE était non négociable. Ce genre de comportement ne serait toléré,
peu importe qui ait été impliqué. Ric Flair a été convoqué au bureau de McMahon ensuite. Le garçon de la nature a fait face à son patron et a dû expliquer pourquoi il avait attaqué un collègue de travail. Selon diverses sources, Flair croyait que Bischoff avait agi avec arrogance pendant la conversation téléphonique au sujet du projet Girls Gone Wild. Cette arrogance perçue avait ravivé toute la vieille haine de leur jour à la WCW. Des années de ressentiment avaient explosé à ce moment-là, submergeant toute retenue professionnelle que Flair aurait pu avoir. McMahon a averti Flair en termes non équivoques qu'un autre incident entraînerait une sanction grave. Chunk 9, une suspension, des amendes ou même un licenciement étaient sur la table si Flair ne pouvait pas contrôler ses émotions. C'était de la WWE, pas le Far West de la lutte territoriale où les combats se réglaient à coups de poing sur les parkings. Flair était un artiste de valeur, mais personne n'était plus précieux que la réputation et la stabilité de l'entreprise. Il devait promettre que rien de tel ne se reproduirait jamais. Flair et Bischoff ont convenu d'aller de l'avant professionnellement. Ils ne seraient pas amis, mais ils seraient des collègues capables de travailler ensemble sans violence. L'incident a été gardé relativement secret, sans déclaration publique ni reconnaissance de la part de la WWE. La plupart des fans n'ont jamais su pour le combat brutal en coulisses entre deux légendes qui étaient ennemies depuis des années. L'impact à long terme s'est avéré intéressant. Flair et Bischoff sont finalement devenus de véritables amis. Ils ont travaillé ensemble à la TNA des années plus tard et sont apparus dans des podcasts, y compris un roast où ils ont ri de leurs anciens conflits. Le temps a finalement fait ce que la proximité forcée sur le lieu de travail n'avait pas pu accomplir immédiatement. La haine qui a commencé avec un spectacle suspendu en 1998 et qui a explosé dans un bureau de la WWE en 2003 s'est finalement estompée pour faire place au respect professionnel, puis à une véritable amitié. Avec le recul, le combat a révélé quelque chose d'important sur le fait de garder rancune dans le monde du catch professionnel. Flair avait gardé sa colère pendant 5 ans, la laissant mijoter jusqu'à ce qu'un moment de manque de respect perçu fasse revenir tout le passé en force. La confrontation a été désordonnée, non scénarisée, et n'a rien résolu immédiatement. Mais elle a permis à Flair d'exprimer physiquement ce qu'il avait réprimé depuis cette poursuite. Parfois, apparemment, les légendes ont besoin de donner de faux coups de poing à leurs ennemis avant de pouvoir vraiment passer à autre chose. Alors, qu'en pensez-vous? Flair pourrait-il vraiment pardonner ce que Bischoff a fait à la WCW? Laissez votre avis ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.